Alors merci Noémie pour cette présentation. Charles Malato fut l'homme de plusieurs vies. Arrêté et incarcéré, condamné, exilé, ayant vécu à Paris, à Londres, à Barcelone, cet homme de lettres et théoricien de l'anarchie avait passé sa jeunesse en Nouvelle-Calédonie. Entre ses 18 et ses 24 ans, Charles Malato a rencontré et côtoyé les colons libres, les fonctionnaires, les libérés du bagne, les militaires, les travailleurs engagés néo-hébridais et bien sûr, les Kanaks. De ce séjour aux antipodes de la vieille Europe capitaliste, Malato a retenu de nombreux souvenirs qu'il m'appartient d'évoquer dans cette présentation. Plus particulièrement, mon attention se portera sur le rapport entretenu entre ce jeune homme aux idées déjà progressistes et au groupe kanak de la côte Est. S'ils sont perçus par lui comme d'anciens ou de potentiels anthropophages, ceci n'empêche guère Malato d'éprouver beaucoup de sympathie pour les Kanaks, alors aux prises avec l'action missionnaire et les exactions de l'administration coloniale. Sous sa plume, ceux-ci apparaissent dans le cas de l'insurrection de 1878 ou de rébellion contre les missionnaires, absolument dans leurs droits. Aussi, sa position, à contre-courant de la quasi-totalité des textes rédigés alors, doit être analysée. Je tâcherai de présenter comment se déroule le séjour calédonien de Charles Malato, de quelle manière ce dernier, conscient d'être le témoin d'un peuple agonisant et fragilisé par la rencontre avec l'occidental, se charge de noter les éléments culturels qui lui semblent significatifs. Parmi ceux-ci, un trait comportemental revient inlassablement dans ses descriptions, l'anthropophagie. Je détaillerai donc les manières dont le jeune homme présente le cannibalisme kanak pour voir comment cette particularité sociale, repoussante pour un Européen de l'époque, sera en réalité utilisée par Malato pour servir toute sa vie durant son propos anarchiste. Alors revenons d'abord sur un personnage peu commun. Charles Armand Antoine Malato de Cornet, ou plus simplement Charles Malato, est né le 7 septembre 1857. Il est adolescent pendant le siège de Paris et la Commune et ne prend pas part à aucun des deux. Son père, Antoine Malato, négociant italien établi en France, participe quant à lui à la Commune de Paris. Condamné à la déportation simple, il est envoyé en Nouvelle-Calédonie, à l'île des Pins, et sa femme et son fils, donc le jeune Charles, l'accompagnent. À son retour en France, Charles Malato, le fils donc, devient une figure notoire de l'anarchisme en France de 1881 à la Première Guerre mondiale. Il prononce son premier discours en 1885, place de la République. Il publie un ouvrage, La Révolution cosmopolite, en 1886 et écrit régulièrement dans l'Attaque à partir de 1888, participe au Congrès anarchiste international de Paris en 1889. En réaction au boulangisme, il publie son ouvrage le plus célèbre, Philosophie de l'anarchie, en 1888. Il est incarcéré en 1890 à Sainte-Pélagie avec Ernest Gégou, qui est le directeur de l'Attaque, qui s'ensuit d'un savoureux récit qui s'appelle Souvenir de Pélagie. Il dénonce la tyrannie capitaliste et masculine dans Révolution chrétienne et Révolution sociale en 1891. Sachant qu'il est fiché, il quitte la France pour Londres en 1893, peu après les attentats de Ravachol, qui auront d'ailleurs des conséquences en Nouvelle-Calédonie puisqu'il a des condamnés aux travaux forcés à l'issue de cette affaire. Il vit à Londres sous le nom de Polydore Barbanchu, ça ne s'invente pas, et travaille alors pour Henri Rochefort, qui est également en exil. En 1896, il fait partie du comité français de Cuba libre, avec Henri Rochefort, l'amateur de rhum et de Coca-Cola, sans doute. Il tente de faire évader le révolutionnaire espagnol Ramon Sempao en 1898. Il quitte l'intransigeant, le journal de Rochefort, qui devient à cette époque anti-diffusard et antisémite, et entre à l'Aurore d'Ernest Vaughan, le journal qui publie justement le réquisitoire J'accuse d'Émile Zola, très connu. Membre de la Ligue des droits de l'homme, il est membre de la Libre Pensée, il est franc-maçon. D'ailleurs, au Grand Orient de France, il militera pour l'admission des femmes. Tous ces détails proviennent de la biographie de Charles Malato, qui est publiée dans le dictionnaire Métron, l'illustre dictionnaire du mouvement ouvrier et du mouvement social. Il est également impliqué dans l'attentat de la rue de Rohan en 1905 contre le président Émile Loubet et le roi Alphonse XIII d'Espagne. Il y a un procès retentissant qui s'appelle le procès des Quatre à l'issue de cette affaire et il est acquitté. Il est porte-parole du Parti libéral mexicain en Europe. Il est engagé volontaire à 60 ans pendant la Première Guerre mondiale. Dieu merci, il n'est pas envoyé au front. En tout cas, sa longévité, puisqu'il décède seulement en 1938, eh bien, une très longue carrière dans la presse, l'écriture pour seule ressource, explique la très impressionnante bibliographie de Charles Malato, avec des articles de fond, des éditoriaux chroniques de la presse étrangère, des romans feuilletons, des pièces de théâtre, des recueils de souvenirs. Si vous avez la photographie face et profil de Charles Malato lors d'une de ses interpellations, c'est jamais très bon quand on a une photo comme ça, un peu face-profil, ça signifie tout un tas de choses. La famille Malato navigue donc sur le Var, un convoi mixte qui mêle déportés politiques, ils sont 25, et condamnés aux travaux forcés, ils sont 217, mais aussi des colons libres et des militaires, et qui arrivent à Nouméa donc le 23 juillet 1875, peu avant le 18e anniversaire de Malato.
Parmi les compagnons d'exil de son père, on voit ici en bas à gauche Jean Mabille, qui a été commissaire de police sous la Commune et qui est un des déportés les plus illustres de ce convoi. Après quelques jours passés à Nouméa dans une relative liberté, la famille arrive sur la terre d'exil de l'île des Pins, où le jeune Charles, âgé de 17 ans, décrit son cadre de vie comme enchanteur, et c'est déjà une différence fondamentale avec les témoignages des autres déportés, qui eux se plaignent beaucoup de leur lieu d'exil. Après 2 mois de séjour à l'île des Pins, le déporté Malato père est autorisé à exercer une activité professionnelle au chef-lieu, et la famille peut donc quitter définitivement l'île des Pins le 4 octobre, s'installer à Nouméa. Charles Malato, avec une éducation de qualité, peut alors se rendre utile à sa famille et en travaillant, et donc l'emploi d'un fils de communard dans l'administration locale est vu d'un très mauvais œil, mais heureusement, une mission visant à l'extension du réseau télégraphique est alors menée par la Grande Terre par Charles Lemire, que vous avez ici à droite. Ce dernier, qui jouit localement d'une grande autorité, accepte le concours de Malato fils. C'est ainsi que Charles Malato, entré en fonction le 14 janvier 1876, va découvrir les régions de Canala, de Wailou, d'Oubatch. Alors je vous ai mis ici l'aller-retour sur l'île des Pins, ensuite le grand voyage qui va à Canala, puis à Wailou, puis à Oubatch, le retour à Nouméa, et enfin un petit séjour à Thio, que je vais détailler dans un instant. À Oubatch, Charles Malato passe quasiment 2 ans, un peu plus de 2 ans, pardon, où les Kanaks, d'après le colonna européen, on voit ici la maison du couple Henry, qui est fréquemment mentionnée dans ses mémoires, les Kanaks sont alors encore adeptes, soi-disant, de l'anthropophagie. Au début de 1879, Malato revient à Nouméa, il rencontre Louise Michel vers le mois d'avril. Tous deux se lient d'amitié, et la fascination de Louise Michel pour les Kanaks la rapproche d'autant plus du jeune homme qui vient de les côtoyer pendant très longtemps. Il lui laisse ses notes manuscrites, prises au cours de ses affectations successives et relatives aux langues et aux traditions orales locales. Ensuite, il est envoyé à Thio pendant 2 ans. Pendant cette période, Madame Malato décède et le père et le fils quittent tous deux la Nouvelle-Calédonie sur la Loire le 19 février 1881, où sont embarqués les forçats de la Commune, enfin amnistiés, Gaston d'Acosta, Émile Fortin et Alexandre Giraud, qui seront aussi des pamphlétaires et conférenciers très importants avec Malato pendant les années 1880, à leur retour en Europe. Ces 6 années passées en Nouvelle-Calédonie marquent très profondément le jeune Charles. Il les considère dans diverses évocations comme les plus belles de sa vie, je cite. Malato a pu recueillir des informations auprès d'un public disparate, des marins sur le Var, des déportés à l'île des Pins, des membres de l'administration, de la société coloniale de Nouméa, des fonctionnaires, militaires, libérés ou colons de brousse et bien sûr des missionnaires. Parmi ces personnages, Lemire est peut-être le plus important, c'est un auteur prolixe sur le sujet colonial, et en particulier de 2 textes très importants pour la Nouvelle-Calédonie, Le voyage à pied en Nouvelle-Calédonie et La colonisation française en Nouvelle-Calédonie, publiés en 1878 et 1884, et il est plus que probable que les propos qui y figurent, en particulier sur l'anthropophagie des Kanaks, aient été tenus oralement lors de conversations avec le jeune Malato, et que ceci ait forgé une part de ses préconceptions vis-à-vis des Océaniens. Malato va pourtant dépasser les notes de Lemire, qui jettent sur le peuple autochtone un regard paternaliste et tout à fait colonial. Conscient des dépopulations qui ont durement frappé les peuples du Pacifique depuis le contact occidental, il tient à témoigner d'un peuple qu'il considère à l'agonie, aveuglé par les missionnaires, corrompu par l'alcool et les vices de la civilisation. Ceci le pousse donc à noter toutes les connaissances possibles sur les sociétés qu'il observe, conditions féminines, rites funéraires, techniques du four traditionnel, pêche à l'arc, pêche au flambeau, c'est assez rare pour être noté, parure en coquillage et en poil de roussette, et les langues, bien sûr, qu'en tant que polyglotte, il aime sans doute apprendre, et bien sûr les contes, mythes et grands récits épiques. Les notes constituées représentent donc un compendium peu commun pour l'époque, et il écrit à ce sujet « De mon côté, j'étais rentré au chef-lieu, les poches bourrées de notes écrites et l'esprit saturé d'observations. Je livrais le tout à Louise, dont l'érudition encyclopédique s'augmenta dès lors de 3 ou 4 dialectes, qui dans une génération n'existeront vraisemblablement plus qu'à l'état de souvenir. » Et là, on prend conscience du fait que quand Louise Michel publie en France les légendes et chants de gestes kanaks en 1885, bien une part importante de la documentation qu'elle publie alors provient de Charles Malato. Or, ce n'est pas moi qui le dis ici, Joël Dauphiné l'a dit avant moi. Je citerai aussi cette affirmation que je trouve encore plus intéressante de Malato. Il n'est peut-être pas sans intérêt au point de vue ethnologique de donner le classement par dialecte que le pourrait formuler ainsi. Tuaourou, Kanala, Baï, Tououagap, Yingen et Nord. Les tribus de la côte ouest semblent avoir toutes été formées par celles de l'est, dont elles parlent la langue plus ou moins altérée. On voit là ce qui semble être un des tout premiers essais de cartographie des langues de la Grande Terre, avec l'identification des 5 aires coutumières, qui est assez juste d'ailleurs, où l'intercompréhension linguistique est la norme et qui structure l'île successivement du sud au nord.
Dans Légende et chants de gestes kanak, paru en 1885, que je mentionnais à l'instant, Louise Michel publie une oralité kanak recueillie, mais aussi fantasmée et considérablement recomposée. Parmi ces récits, l'un apparaît signé Charles Malato. Il s'agit du conte du poulpe et du rat, qu'ici on connaît bien sûr tous très bien, que Malato dit avoir collecté à Oubatch. Au regard du reste des légendes rapportées par Michel, dont on peine souvent à retrouver les influences kanak véritables, eh bien la qualité de la collecte ethnographique du conte du poulpe et du rat doit être soulignée, car il est très proche des autres versions connues de ce conte. Deux récits épiques kanak sont également présents dans ces récits. Le premier est l'histoire du chef Damé, de la région de Nouméa, réfugié à Touaourou. Héros malheureux au début du récit, Damé devient un chef puissant, sage mais impitoyable avec ses ennemis. Le cannibalisme est présent partout dans le récit de Malato, soit que les sujets de Damé en soient victimes, soit qu'ils en profitent lorsque viennent pour eux les occasions de se venger. Ce récit correspond à des événements situés entre 1840 et 1850, contemporains des premières installations missionnaires, et on en retrouve les protagonistes dans les témoignages que Malato ne pouvait pas connaître, du teacher Taonga et de ceux des pères Goujon et Rouder. Le second, situé dans la région de Tiwaka, est la légende d'Apité-Egen, dans laquelle le personnage éponyme, un petit chef ridiculisé, obtient une revanche contre le grand chef Pauman grâce à l'aide magique des Wanegei d'Ouvéa. La structure du récit, avec la présence du rêve, d'expéditions maritimes nocturnes, de télépathie, de poissons régurgitants, d'amulettes et de pierres à magie de guerre, présente tous les éléments, ou en tout cas beaucoup d'éléments, qui sont constitutifs du mythe kanak. Malato donne aussi sa version du conflit opposant le chef païen Poindi Pachili, dont Eddy nous a parlé tout à l'heure, aux tribus évangélisées de la région de Touo. Pour l'auteur, il est évident que toute la responsabilité incombe au père Roussel, qu'il compare avec sarcasme à Jules II Farnèse. C'est assez drôle. Ainsi, si l'on extrait des récits de Malato la part de savoir kanak qu'il a lui-même collecté ou qu'il rapporte, sa contribution au savoir ethnographique semble honnête si on la resitue dans la production alors publiée en Europe. Ces visions sont déformées, elles révèlent à l'analyse un certain nombre de travers classiques, absence de croisement des données recueillies, récits mythiques dont le rythme originel a été transformé par une mise en prose artificielle et une grande subjectivité d'analyse. Cependant, et c'est là sans doute la différence flagrante avec ses contemporains, Malato détonne par sa perception de l'autre. Si le kanak est un, je cite, primitif, sa sauvagerie l'entraîne vers un communisme des origines, ce qui le rend fréquentable, et l'on rejoint ici ce que Dominique nous disait mercredi dans sa présentation liminaire. Bien sûr, on pourrait penser que ce point de vue confine à une vision du bon sauvage, que la civilisation n'aurait pas perverti. En réalité, une caractéristique de la société kanak éloigne ses membres des clichés rousseauistes et permet à Malato de renouveler le débat de la civilisation contre la barbarie. Cette caractéristique, c'est cette anthropophagie omniprésente. Malato va l'utiliser constamment dans une prose très abondante, publiée à un rythme soutenu. Sur une période allant de 1891 à 1938, il rédige pas moins d'une vingtaine de textes, autobiographies, contes pour enfants, souvenirs, articles de fond, romans, pièces de théâtre, ayant pour thème central ou faisant explicitement référence à la Nouvelle-Calédonie. Dans cet inventaire, les mentions du bagne, de la nature ou de la déportation s'effacent devant celles beaucoup plus nombreuses de kanak, et en particulier de kanak cannibales. Malato alterne dans ses témoignages entre trois visions de l'anthropophagie kanak, qu'il ne fait que soupçonner, ne l'ayant jamais constaté lui-même. On trouve tout d'abord une anthropophagie considérée par lui comme certaine, car attestée dans les récits anciens qu'il recueille. Cette période de grandeur et de majesté des groupes kanak d'avant les Blancs, ou au temps des premiers contacts tout au moins, s'idéalise et se fige dans une sorte d'éternité. Parmi toutes les caractéristiques culturelles normales, la consommation de chair des ennemis existe chez Malato, et pose le principe d'un peuple kanak de tout temps cannibale. Le cannibalisme clôture chaque action guerrière, un festin ayant lieu avec les corps des vaincus. Ce n'est pas la peine de les poursuivre maintenant, déclara Pauman. Restons ici pour manger ceux que nous avons tués, et demain, nous exterminerons les autres. Plus présents dans son récit sont les témoignages d'anthropophagie plus actuels, en lien avec l'insurrection de 1878. Malato est alors au poste d'Oubatch, et si les Webias semblent parfois menaçants, il vit en réalité l'insurrection très loin de son épicentre. On peut penser qu'en tant que responsable d'un bureau télégraphique, les nouvelles qu'il en a sont exactes sur certains points, les dates, les personnages impliqués, les massacres perpétrés par les insurgés et les opérations de répression. Ainsi, il relate
les nombreuses découvertes de corps démembrés, cuits ou non, dont nous parlions hier. Lorsque 2 jours après, les soldats affamés battant les marécages du littoral à la recherche de leurs ravitailleurs arrivèrent sur les lieux, ils trouvèrent des paniers indigènes remplis de viande. Un militaire qui ne sentait plus son estomac avait déjà attaqué à belles dents ses comestibles providentiels lorsqu'un de ses camarades accourut tenant un membre humain. À cette vue, le mangeur vomit et s'évanouit. La lecture de Malato rejoint ici sur le fond les autres écrits d'Européens, communards, transportés, administrateurs, militaires, dont on pourrait faire aisément l'inventaire, mais qui deviendrait très long. Plutôt que de statuer sur la réalité de ces accusations, il est intéressant de voir que dans la population européenne de l'époque, le réveil du cannibalisme kanak est sur toutes les lèvres et ne fait aucun doute. D'ailleurs, l'ethnologue Fritz Sarrazin, au début du XXe siècle, dira la même chose. Le cannibalisme en 1878 est affirmé et certain. Pendant cette période, Malato vit donc à Oubach, avec ses parents autorisés à venir le rejoindre. Avec eux, il est victime à ce qu'il prétend d'une tentative d'enlèvement, de massacre ou de cannibalisme raté, grâce à sa méfiance et à la présence d'un revolver providentiel. Une promenade avec le chef malakiné se transforme ainsi en récit d'une traversée de la brousse sous escorte, avec l'intime conviction qu'ils risquent alors leur vie. Était-ce le cas? Nul ne le saura jamais. Mais dans la version de 1891, la peur exprimée est celle d'être prise en otage ou de perdre la vie, et elle se transformera au fil des versions parues dans la presse en certitude d'avoir échappé à un festin cannibale en 1925. Celui qui écrit ce roman faillit, tout jeune homme alors, être mangé avec ses parents par ces terribles Wébias, toujours frémissants et à l'affût. Le plus souvent pourtant, le cannibalisme n'est en effet mentionné que pour caractériser les Kanaks. Comme nous l'avons dit plus haut, pour Malato, les Kanaks sont anthropophages. Ceci lui permet d'utiliser anthropophage ou cannibale comme synonyme de Kanak, pimentant son récit de pittoresque, voire d'humour. Ainsi, quand son héros June dîne avec le chef Poindi Pachili, il précise que c'est en l'honorable qualité de convive et non comme morceau de résistance. Nous en arrivons ainsi à la troisième grande manière qu'a Malato de révéler l'anthropophagie kanak, par le truchement de la satire. Dès son retour, Charles Malato devient une importante plume publique et son écriture se rapprochant de celle d'Henri Rochefort par exemple. Le sarcasme, l'ironie, le trait d'esprit cinglant sont les marques d'une certaine presse journalistique de la fin du XIXe siècle et notamment de celle radicale et d'opposition que l'on trouve dans le mot d'ordre, le rappel ou l'intransigeant. Forcer le trait, oser les comparaisons incongrues sont les ressorts habituels d'une telle production, ainsi de même que Rochefort expliquait dans son roman L'Évadé que, je cite, « les Kanaks n'étaient guère plus foncés que ses compatriotes qui risolaient depuis 6 ans sous le soleil de la déportation », Malato écrit, alors qu'il est incarcéré en France, « Mon cher Allman, j'ai appris que vous aviez réclamé ma mise en liberté, je vous remercie cordialement. En même temps, je vous prie de dire à nos amis de ne pas s'inquiéter pour moi. J'en ai vu bien d'autres et je suis cuirassé. Quand on a failli être mangé par les anthropophages noirs, on ne craint pas les anthropophages blancs. » Revenu en Europe, Malato choisit donc de faire régulièrement référence à l'Océanie et plus particulièrement au monde kanak. Le kanak cannibale devient sous sa plume une leçon pour l'occidental aveuglé. Je cite, « Mais la Nouvelle-Calédonie, celle d'il y aura bientôt un demi-siècle, où l'on déporta les vaincus de la commune dans la douce espérance qu'en cherchant à s'évader, ils seraient mangés soit par les requins, soit par les Kanaks, celle-là, où à côté de l'anthropophagie fleurissait encore l'hospitalité, le communisme fraternel entre compagnons de la même tribu et la vaillance magnanime des épopées primitives, celle-là, je l'ai bien connue. Au sortir de l'adolescence, j'ai vécu de sa vie poétique et sauvage, cherché en m'y plongeant à en pénétrer l'âme, et que de fois, les civilisés m'ont fait regretter les cannibales. » Le kanak conserve donc une place dans le cœur de Malato, précisément car son anthropophagie désanctifie le sauvage et permet la comparaison avec d'autres travers historiques observés quant à eux chez les Européens. Qu'il s'agisse d'attaques contre le capitalisme ou contre le dogme chrétien, le cannibalisme devient sous sa plume un fait social ordinaire qui, s'il reste critiquable voire condamnable, ne peut être raisonnablement comparé aux atrocités commises au nom de Dieu ou de l'État et dont il rend compte avec mépris. Une fois posée, cette véritable déconstruction des logiques évolutionnistes qui décernent alors au monde occidental les lauriers du progrès humain, Malato franchit le pas et, à rebours de l'immense majorité de ses contemporains, pose les fondements d'un discours réellement anticolonial. Si l'on peut dire que Louise Michel en fait tout autant, et d'autres l'ont dit avant moi, son écriture est empreinte d'un très grand sentimentalisme à l'égard des Kanaks. Aussi, chez elle, l'idéalisation n'est jamais bien loin. Malato, en revanche, procède de manière plus clinique,
citant ce qui pour lui ressort de la grandeur de la civilisation kanak par certains aspects, mais critiquant également ses aspects les plus rudes, et notamment le traitement accordé aux femmes. Alors, je cite ici, « Depuis le 24 septembre 1853, l'histoire des tribus indigènes peut se résumer ainsi, abrutissement par les missionnaires, dépossession territoriale par les administrateurs, révolte, massacre. Les insulaires néo-calédoniens menaient-ils avant l'annexion une vie idyllique? Étaient-ils ces inoffensifs et bons sauvages célébrés avec enthousiasme par Forster, médecin de l'expédition de Cook, qui put les étudier pendant un jour? Certainement non. Pour anthropophages et masculinistes qu'aient été les fils de cette race néo-calédonienne aujourd'hui râlante, ils n'en présentaient pas moins, à qui eût voulu les étudier, les traits d'esprit et mœurs remarquables, empreints souvent de foi, d'une grandeur sauvage et d'un charme de poésie naturelle. Les épopées antiques, et jusqu'aux romans du cycle carlovingien se retrouvent dans telles de leurs légendes. Des fables, œuvres de La Fontaine inconnues, dénotent chez les primitifs une réelle finesse d'observation, et même, chez ces tyrans de la femme, on pourrait à l'occasion rencontrer quelques épisodes d'une grâce touchante et d'un sentiment vrai. Alors en conclusion, il est bien entendu que Charles Malato a été lui aussi un homme de son temps, selon l'expression consacrée. Utilisant un vocabulaire daté, il pourrait figurer de prime abord parmi ces très nombreux observateurs des temps coloniaux et dont les témoignages servent aujourd'hui encore à la connaissance, à condition d'y faire la part des choses entre le racisme d'une époque et les remarques ethnographiques dignes d'intérêt. Toutefois, cela ne suffirait pas à décrire la complexité de son point de vue. En effet, c'est par le constat édifiant d'une colonisation en cours, dans sa décennie peut-être la plus violente, que Charles Malato semble avoir construit une part importante de son identité de révolutionnaire. Et lorsqu'il lui est interdit de poursuivre la dénonciation de la société capitaliste européenne, sa plume se prend encore à évoquer les cannibales de Nouvelle-Calédonie. Enfermé en 1905 à la prison de la Santé, en attente de son procès, il est autorisé à publier dans la presse à la condition de ne pas parler de politique. L'article produit à l'occasion de cette incarcération, intitulé « Chez les Kanaks », est une satire sociale en même temps qu'un des premiers grands textes anticoloniaux sur la Nouvelle-Calédonie. Il n'est pas étonnant que celui-ci ait également été censuré pour n'être publié qu'un an plus tard dans La Liberté, un quotidien d'Algérie, précisément et ironiquement alors colonie française, et on peut imaginer l'effet qu'il y produisit. En prenant, dans ses écrits postérieurs au moins Fait et cause, excusez-moi, pardon, j'ai appuyé 2 fois, Fait et cause pour les Kanaks insurgés de 1878, même s'il s'est senti à cette période personnellement menacé, même si des massacres ont été perpétrés et qu'il les condamne, même si le Kanak est toujours resté pour lui, je cite, un être primitif, un homme de la nature, pouvant être tour à tour sauvage, féroce, farouche, terrible, Malato, en préfigurant les luttes anticoloniales du milieu du siècle dernier, a finalement le mérite d'avoir posé la seule question importante, le mal est-il plus grand à manger ceux qui sont morts qu'à tuer ceux qui ne veulent pas mourir? Je vous remercie pour votre attention. J'aimerais aussi adresser, avant de vous rendre la parole, de te rendre la parole, Noémie, un remerciement à Louis-José Barbanson, à Michel Soulard et à Jean-Claude Estival pour leur aide ou le prêt de documents. Merci. Merci beaucoup, Merci. Louis.